Ah, celle-là, vous l'avez entendue. Hein. Très longtemps d'ailleurs. MG ZS Hybrid Plus, le SUV urbain hybride de MG Motors qui s'échange à partir de 22 900 €. Vous me l'avez énormément demandé et il est là. Et on va partir sur un format très long avec un essai complet. Donc on va parler de l'extérieur, de l'intérieur, du coffre, du moteur. On va l'essayer sur la route et on va rajouter un essai consommation à cette vidéo. Donc installez-vous bien, prenez un petit café, c'est parti. On va remercier le sponsor de la vidéo avant de commencer, ovoco.fr, et on y va. Et je vous l'ai dit, on est parti sur un format long qui n'aurait pas été possible sans le soutien d'ovoco.fr. Ovoco, c'est votre fournisseur de pièces auto d'occasion en ligne grâce à des cases qui vont être réparties à travers toute l'Europe. C'est près de 5000 partenaires qui travaillent avec Ovoco, donc vous allez avoir droit à un large choix de pièces. Pour vous rendre sur le site d'internet d'Ovoco, le lien se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Il n'y a pas d'affiliation, mais si vous voulez soutenir la chaîne et permettre à Ovoco de continuer à travailler avec moi, je vous prie d'aller sur le site, vérifier comment ça se passe et prendre vos commandes de pièces d'occasion. Moi, je le fais et ça marche super bien. Je rappelle, bien entendu, que vos achats sont sécurisés, garantis, satisfaits ou remboursés pendant 14 jours. Merci à Ovoco de soutenir la chaîne. Nous, on retourne sur notre essai du MG ZS Hybrid Plus. C'est parti. Et avant de commencer, il serait quand même bon ton de rappeler ce qu'est le MG ZS. Donc un SUV urbain qui, pour 22 900 €, donc soit le prix d'une Clio actuellement, vous offre 197 chevaux sur le papier, une hybridation complète, donc sur une full hybride, et pas mal d'espace avec une voiture qui fait plus de 4,40 m. Elle vient se confronter très frontalement au Dacia Duster, un peu moins frontalement Suzuki Vitara, Yaris Cross, Kia Niro, Hyundai Kona, etc., etc. Bref, la liste est extrêmement longue, mais pour le rapport qualité-prix, on peut déjà dire qu'elle toise de très haut ses concurrentes. Et on va forcément commencer en parlant du design extérieur de la voiture. Pour certains, il n'évoque pas grand-chose. Le dessin est extrêmement simple et c'est une voiture qui, selon moi, n'a pas honte d'avoir une partie thermique parce qu'on voit cette grande calandre, cette bouche béante, ce qu'on retrouve aussi sur la MG3. Certains trouveront ce design daté. Certaines personnes disant que cette voiture avait un design des années 2000. J'aimerais bien qu'on me cite quelle voiture dans les années 2000 avait un dessin pareil. Sur le profil, rien de sensationnel à signaler. On est sur un SUV. On va quand même remarquer ces petites barres chromées au niveau des fenêtres et la ligne de caisse qui va faire tout le long de la voiture, bref, du classique. On peut peut-être faire par contre un focus particulier sur les jantes de 18 pouces ici en finition luxury, diamantées, qui sont plutôt jolies à regarder, ça c'est sûr. À l'arrière, c'est pareil, c'est consensuel mais efficace. On va pas faire une dissertation pour voir à quel point c'est assez basique, mais pour moi ce style plutôt normal, sans que ce soit négatif, c'est plus une force qu'une faiblesse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, personnellement, moi ça me dérange pas du tout. À l'intérieur, c'est là qu'on va retrouver une très bonne surprise, puisqu'on va tomber sur un habitat qui est franchement plutôt accueillant et bien dessiné et en plus bien fini. On a des matériaux qui vont être flatteurs, que ce soit à la vue et au toucher, avec des plastiques un tout petit peu moussés sur la partie haute et ici en finition luxury du simili-cuir qui va recouvrir la planche de bord, donc c'est vraiment bien vu. En tout cas, on a une présentation qui est soignée et qui enterre sans aucun problème celui de la Dacia Duster. Il n'y a vraiment pas photo. En face de moi, j'ai un volant 3 branches que je commence maintenant à reconnaître un petit peu chez MG, même si l'ergonomie, on y reviendra, elle est particulièrement difficile. Il y a eu des progrès, mais on n'y est pas encore. Derrière le volant, un écran numérique accompagné de monogrammes à l'extrémité de l'écran qui vont indiquer et les tours minutes et la vitesse, ainsi que la température du moteur et le carburant qui vous reste. L'écran est plutôt fluide, plutôt bien défini. En tout cas, c'est légèrement plus plaisant que chez Dacia, même si les graphismes sont un petit peu kitsch, on dirait. Bien entendu, le gros morceau, ça va être l'écran central qui fait ici 12,5 pouces sur la version luxury. Il en fera seulement 10 sur la version d'entrée de gamme. Et là, on a un système d'exploitation qui a un petit peu évolué, qui est plus vif, mais qui reste assez compliqué à manœuvrer. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles uniquement avec un fil via une prise USB-A, donc une très vieille prise. On aura 2 emplacements pour poser notre smartphone qui ne sont pas rechargeables sans fil, là on ne l'a pas, et ce pommeau de vitesse qui est plutôt mignon. Il est placé juste au-dessus de 4 commandes, une pour gérer le parking, une pour démarrer et arrêter le véhicule, le frein à main que vous toucherez quasiment jamais et les modes de conduite. Les sièges en finition luxury, ils vont être en simili-cuir et le siège conducteur va être réglable électriquement. En ce qui concerne les places arrière, vous le voyez,
beaucoup de place, les places aux genoux, les places à la tête. Sincèrement, on est bien installé et encore heureux, hein, avec plus de 4,40 m, on a un appontement qui est plutôt généreux. Il faudra noter le tunnel de transmission qui n'est pas si imposant que ça, ce qui fait que la place du milieu est plutôt habitable. Et pour le confort des passagers, vous avez sur la finition Luxury les ventilateurs au second rang. Je rappelle qu'une Mazda 3 n'a pas cette option-là, n'a pas de ventilateur au second rang pour les passagers arrière. Donc oui, là on est là pour la famille et ça se passe plutôt bien là concernant. Par contre, petit point noir, ça va être les fixations Isofix qui sont pas très accessibles. J'ai toujours eu un petit peu de mal à installer le siège auto de mon enfant dans ce véhicule-là. Et concernant le coffre, on peut dire que cette ZS ne se moque pas de nous avec plus de 440 litres de contenance. C'est vraiment plus que correct. On a un double plat, même si on va pas forcément l'utiliser pour stocker les affaires, c'est largement suffisant. Que ce soit pour les courses, que ce soit pour les longs voyages, sincèrement, le coffre est largement suffisant. Bravo AMG. Et concernant la motorisation, on reprend le bloc qu'on a vu sur le MG3 Hybrid Plus. Donc un bloc hybride qui va générer 197 chevaux, base thermique 1,5 litre Atkinson de 102 chevaux et un moteur électrique de 136 chevaux. Par contre, les 197 chevaux, c'est sur le papier et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. De toute façon, on va aller sur la route le découvrir tout de suite et c'est parti. Et bienvenue à bord de cette MG ZS Hybrid Plus. On sort de notre petit parking et là on le voit, petit caméra 360 qui nous aide sur les manœuvres. On profite d'un magnifique soleil et on va pas forcément s'en plaindre, ça c'est sûr. Ah, mais avant ça je vais enlever ma veste parce que là je vais finir complètement détrempé, hein. Il fait ultra chaud. 10 seconds later. On est reparti et écoutons un tout petit peu l'alerte de survitesse. Vous l'entendez, c'est insupportable. Heureusement, pour la désactiver, il suffira de faire 2 clics. Mais bon, il faut quand même quitter les yeux de la route pour pouvoir le désactiver. On n'a pas de touche raccourcie comme chez Renault, comme chez Mazda. Je le déplore. Bon, alors, comment elle se débrouille? Eh bien, beaucoup plus qu'avec la MG3. Conduire cette voiture est une surprise à chaque instant. Dès qu'on prend le volant, on est quand même surpris par l'agrément de cette voiture. Ce MG ZS Hybrid Plus est très surprenant à conduire. J'avais un petit peu oublié l'agrément de l'hybride façon MG, parce que le MG3, j'en avais fait uniquement un essai consommation. Si vous voulez un essai complet du MG3 Hybrid Plus, ça va être compliqué de prononcer tous les noms. Faites-le savoir dans les commentaires, on va s'arranger avec MG France pour en ressortir un et faire un essai complet sur peut-être 1000 km ou 2000 km. Concernant le ZS, dans cette version Hybrid Plus, qui va être l'unique version vendue maintenant en Europe, en termes d'agrément, les amis, on est probablement sur l'hybride la plus convaincante de toutes les propositions full hybride du marché. Toyota, Honda, Renault, Hyundai et Kia. Et je dis ça parce que ici, le moteur électrique, il est plus puissant que le thermique. Il fait 136 chevaux, ce moteur électrique, et c'est lui qui va la plupart du temps, la grande majorité du temps, propulser la voiture. Et avec 136 chevaux, on a vraiment une conduite EV quasiment tout le temps. Ça va être assez particulier parce que par exemple sur le tableau de bord, on n'a pas d'écomètre. Et lorsqu'on conduit tranquillement, lorsqu'on conduit en bon père de famille, lorsqu'on amène la voiture très calmement, la voiture nous récompense toujours. La consommation WLTP annoncée pour cette version Luxury, c'est 5,1. Gardez bien ce nombre en tête, parce qu'après on va partir en essai consommation bien entendu, mais je vais vous donner la consommation dans quelques minutes et vous allez être assez bluffé. Et au final, cette conduite en tout électrique, quasiment, on va dire 85%, si ce n'est 90% du temps sur mon essai, ça rend la voiture extrêmement agréable à conduire. Je ne me suis pas forcément pris la tête en termes d'éco-conduite, je n'ai pas cherché à optimiser absolument la consommation et je m'en suis très bien tiré. Après, la voiture a un comportement assez dynamique de base. J'ai été en mode normal tout le long de l'essai. Et on peut dire que ça avance assez fort malgré tout ça. Ici, l'agrément va être renforcé par l'insonorisation de la voiture qui est vraiment, et ça encore je suis très surpris, excellente. Lorsque le thermique vient renforcer le moteur électrique pour générer de la puissance pour ce dernier, ça s'entend pas forcément, surtout si vous rajoutez de la musique. Franchement, le constat est excellent. Dans les situations urbaines et extra-urbaines, on va dire la voie rapide limitée à 90 et 110 km/h, ça donne une voiture qui est constamment très agréable à conduire. Là-dessus, c'est une franche réussite. Et vous savez très bien que j'ai mon billet Toyota, et pour autant, je prends, on va dire, légèrement plus de plaisir à conduire cette hybridation-là que l'hybride Toyota. Ouais, et ouais, en fait, on en est à ça d'efficacité. Par contre, si en termes d'agrément, c'est vraiment pas mal, les autres aspects vont être un peu plus compliqués. Déjà, on va parler de la direction. Elle est pas extrêmement communicative, elle est assez collante et très artificielle. Cette voiture-là, elle n'est pas faite pour, on va dire, les embarder un peu dynamiques. Même si le mode sport envoie très très fort, on va se limiter aux lignes droites. En termes d'amortissement et de suspension, si la voiture est plutôt bien suspendue, l'amortissement il va être
allez, un petit peu ferme tout de même. On ressent bien les trépidations, surtout avec les jantes 18 pouces. Je pense pas que ça aide énormément au confort. On reste sur une voiture qui a des vertus assez familiales, mais au niveau de l'amortissement, ça aurait pu être mieux. Bon, pas de quoi vous faire mal au dos à la fin de votre trajet, mais j'aurais quand même apprécié quelque chose de plus doux. Voilà, là, je suis passé sur un revêtement légèrement abîmé et tout remonte dans l'habitacle. Vraiment tout. Donc la filtration des imperfections de la route, elle est à revoir. Et le troisième point qui me gêne pas mal, c'est le freinage. Je vais faire une démonstration. J'ai tourné directement. On a du mal à voir la distinction entre freinage sur les plaquettes et freinage régénératif. Et là, par rapport à un hybride Toyota, j'ai beaucoup plus de mal à trouver cette petite marge pour optimiser mon freinage. Donc forcément, j'ai un peu de mal à optimiser mes distances de freinage et ma récupération d'énergie. Mais ça n'en fait pas un mauvais freinage, puisque la voiture freine extrêmement fort. Là, je ne vais pas faire de freinage d'urgence parce qu'on est sur route ouverte. Je commence à rentrer sur une nationale, donc ça va être compliqué de faire un freinage d'urgence. Mais dites-le moi dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse de faire des tests de freinage d'urgence, même si je ne peux pas mesurer la distance. C'est impossible, je n'ai pas les outils pour ça. Mais juste en termes de ressenti à l'écran, si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi. Pour terminer avec ce sujet du freinage et de la récupération d'énergie, j'ai oublié de vous parler des 3 niveaux de récupération qui sont paramétrables via soit l'écran tactile, ça c'est juste pas possible, mais par défaut dans la voiture, on a un raccourci sur le bouton droit, le bouton étoile à droite du volant, qui permet de générer les différents niveaux de récupération. Il y a 3 niveaux. Au 3e niveau, le freinage est assez prononcé, mais je ne sais pas si mes feux à l'arrière s'allument. Le 2e niveau, c'est le niveau auquel la voiture démarrera à chaque fois. Et le 1er niveau, c'est une espèce de roue libre qui est, selon moi, la meilleure récupération d'énergie à paramétrer sur le véhicule. Ça vous permettra d'optimiser vos récupérations d'énergie au freinage, alors que le 2e et le 3e, c'est un peu plus difficile à gérer avec la pédale d'accélération. Bref, je vous le recommande pas particulièrement. Je vais peut-être refaire un petit focus pour rappeler comment le système hybride de GMG fonctionne. Alors grosso modo, on va être sur un système assez similaire à ce que peut faire Honda, avec un moteur thermique qui va servir de générateur et qui ne sera au contact avec les roues que sur haute vitesse. Donc sur autoroute à 110 ou 130 km/h. C'est d'ailleurs la situation où ce moteur se débrouillera le moins en termes d'efficience et d'économie. On y reviendra pendant l'essai consommation, vous allez voir, c'est assez bluffant. Le reste du temps, ça sera le moteur électrique qui va s'occuper de la traction. Et là, on a 136 chevaux. À part quand la batterie est vide, il y avait un souci de perte de puissance, notamment en montagne, que MG a corrigé via une mise à jour. Mais autrement, au risque de me répéter, on a une conduite de voiture électrique tout à fait normale, tout à fait banale, et c'est vraiment au quotidien très plaisant. Les phases où le moteur thermique va venir seconder le moteur électrique via son générateur sont assez rares et sont très transparentes au final. Donc on peut se retrouver avec une voiture qui va rouler en full EV à 90, 100 km/h sur de courtes périodes certes, mais qui va le faire parce que la batterie, elle est de 1,8 kWh. C'est beaucoup plus élevé que chez Toyota, chez Renault, chez Honda. Et si on manque encore cruellement de recul par rapport à la fiabilité de ce bloc-là, ça on le verra dans les années à venir, en tout cas, au niveau des performances, ça marche très très bien. Démonstration. La facilité avec laquelle je me faufile dans le trafic, je m'insère, je dépasse, c'est déconcertant. Aucune hybride, je dis bien aucune hybride jusqu'à maintenant ne m'a fait ressentir ça. Peut-être à part la Honda Civic avec son hybride 2 litres 184 chevaux. Peut-être, mais c'est pas le même prix. C'est largement plus cher. Concernant les 197 chevaux qui sont montrés sur la fiche technique et qui sont utilisés à outrance par le marketing de MG, vous allez avoir cette cavalerie sur de très très courtes périodes. Donc ne vous excitez pas trop sur la fiche technique. Les 187 chevaux, on les a lorsqu'on écrase la pédale de droite à fond, les champignons, et sur de très très courtes périodes. Mais sur une insertion un peu musclée, ça donne ça. Voilà, là j'ai vraiment senti les 187 chevaux. Mais entre le moment où vous appuyez sur la pédale de droite et le moment où vous avez vraiment les 200 chevaux, il faut attendre facilement 3 secondes. C'est énorme. Cette arrivée sur National va me permettre de vous parler des aides à la conduite. J'ai déjà activé la conduite semi-autonome de niveau 2 qui est légèrement plus efficace que sur la MG4 électrique que j'ai pu essayer et de même facture. Globalement, j'ai pas eu à m'en plaindre, même si la distance de sécurité du régulateur adaptatif est plutôt, on va dire, sévère. Elle met vraiment beaucoup de distance entre la voiture qui va vous précéder. Après, la gestion dans les bouchons est plutôt efficace. Franchement, rien à dire là-dessus. Mais on peut faire mieux. On voit aussi qu'au niveau de la sonorisation, je vais faire une nuance par rapport à ce que j'ai pu dire en ville. On entend beaucoup les bruits de roulement qui vont venir remonter.
Là, on est dans une montée, vous entendez le moteur thermique qui s'est actionné pour donner de la puissance au moteur électrique. On est quand même à 80 km/h. C'est pas forcément terrible, mais globalement, on a des équipements d'assistance à la conduite qui sont plutôt efficaces. Là, on arrive sur un bouchon. Vous pouvez observer comment la voiture va pouvoir gérer ça. Je ne touche pas la pédale de frein. Même si des fois, c'est pas le cas là, mais des fois, elle arrive sacrément vite hein, sur la voiture qui arrive. Donc, il faut intervenir parce que j'ai pas encore totalement confiance en ces systèmes-là. Mais là, on voit qu'elle gère plutôt bien la distance. Pas de souci, on est revenu en électrique. On n'a pas de souci à se faire. Au niveau des différentes assistances à la conduite, elles sont toutes quasiment de série dès le niveau 1 de finition, dès la finition basique. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'équipement, on est plutôt bien servi. Et le gros morceau, ça va me permettre d'introduire l'essai consommation, mais on va parler de la consommation que j'ai pu tirer de ce véhicule au bout de mes 524 km parcourus à son bord. Sur une voiture qui estime sa consommation WLTP à 5,1, je suis actuellement à 4,6 au 100 de consommation à l'ordinateur de bord. Il m'a été assez difficile de passer en dessous de la barre des 4 litres au 100 parce que lorsque la partie thermique va intervenir pour recharger les batteries, on a quand même une consommation qui s'élève pas mal. Mais on se stabilise toujours entre 4 et 5 litres au 100 et je trouve ça sincèrement excellent. C'était la première partie de l'essai. On va aller faire le plein du véhicule et l'engager pour un essai consommation dont on a le secret sur cette chaîne. A tout de suite. Je viens de mettre le plein, on va tout remettre à zéro. Donc pour le rappel, l'essai consommation, ça consiste en quoi? Je vais parcourir une centaine de kilomètres, 105,5 pour être un peu plus précis, avec différents types de parcours. 30 km d'autoroute, 40 km de départementale et 20 km de ville, sans compter bien entendu la route qui me permet d'arriver sur l'autoroute. On sera donc à 105 km, au bout duquel je vais remettre le plein à la même pompe que je viens d'utiliser pour calculer la moyenne réelle. Et j'ai décidé de commencer de nouveau par l'autoroute sur les essais consommation. C'est légèrement plus confortable en termes de calcul. A noter que le chiffre que je donne est indicatif, hein, la séance n'est pas exacte, que ça va dépendre du type de carburant qu'on met dans le réservoir. Ici j'ai mis de l'E10 et aussi de la pneumatique. En tout cas, on est parti, on se retrouve au niveau du péage. Et on arrive tranquillement à la barrière de péage. Alors pour indication, il fait assez chaud dehors, il fait 24 degrés, mais pour autant, je peux me débrouiller sans la climatisation. Donc on n'aura pas la climatisation sur cet essai. On est parti pour 15 km à 130, 15 km à 110, et je vais pouvoir vous faire profiter d'un 0 à 130 km/h. À fond les ballons, vous allez voir les fameux 3 rapports de la boîte automatique sur le thermique. On met le mode sport et on est parti. Ah, là, on a les 200 chevaux. On a quelqu'un devant qui gêne, mais ouais, ça va quand même très vite. Hein. 130 km/h, ça y est, on y est. Et premier constat selon la sonorisation, c'est pas forcément ça. Je vais me mettre au limiteur de vitesse avec un compteur plutôt précis. 130 égale vraiment 130 réel, 128. Donc on va rester comme ça sur 15 km et on est parti. Écoutez les amis, on va voir ce que ça donne. On est repassé à 110 km/h. Waouh, ça sonne super fort en ce qui concerne le maintien à la voie. C'est fou. Au bout de cette période de 15 km à 120 km/h, on a une moyenne de 7 litres au 100. Bon, ça va, c'est plutôt correct. Donc on se remet à zéro. On est calé à 110 maintenant. On va voir ce que ça va donner. Mais 7 litres au 100 à 130 km/h. Pour une hybride, ça va. La Dacia Duster faisait bien plus que ça. La Toyota Yaris Cross aussi, c'était très compliqué en version 4 roues motrices. Donc on va voir ce que ça va donner à 110 km/h. Le son est largement plus acceptable qu'à 130 parce que c'était vraiment très compliqué. Alors sur les remontées et les faux plats, parce qu'il y avait des retours comme quoi on avait un moteur thermique qui s'égosillait à chaque fois que ça remontait. De mon côté, ça n'a pas été le cas. On se retrouve très rapidement au péage pour faire le point sur la consommation à 110 km/h. Nous sortons de l'autoroute. Cette portion à 110 km/h a donné une consommation de 6,7 litres au 100, donc pas particulièrement bon. Le moteur a tourné tout du long de la séquence. Donc j'ai une batterie qui est chargée à bloc. Donc là, depuis la départementale, ça risque de donner des chiffres assez intéressants. Là, on sort. Je vais devoir changer les batteries des appareils parce que c'est un tournage assez long. Elle commence un petit peu à tirer la langue et on est directement reparti sur la départementale.
Et là, on arrive à un endroit que j'aime beaucoup parce que ça me permet, notamment avec l'hybride d'MG, de faire la démonstration de l'efficacité du mode EV. Bon, là, je suis en mode hybride. J'espère que je vais réactiver le mode électrique. La batterie est chargée, donc normalement, ça devrait le faire. On arrive dans le rond-point, on laisse passer cette magnifique série 5, une 540D. Et là, on est en mode EV. On va prendre direction de Nangis, limité à 90 km/h. Et on va reprendre assez franchement à la sortie du rond-point. Et là, on est en mode électrique. Toujours pas de thermique. Toujours pas de thermique. 80 km/h. Toujours pas de thermique. 85. Et là, ça y est, je suis à la vitesse limite, 90. Et j'ai le moteur électrique qui reste constant. Le moteur thermique n'est pas venu pousser. Et aucune autre hybride peut faire ça. Il n'y a vraiment que la MG qui peut se permettre des accélérations 136 chevaux de voitures électriques, de véritables voitures électriques. 136 chevaux, c'est la puissance d'une Peugeot 208 avant le restylage tout de même. Donc c'est assez bluffant. Et là, on va remonter. Donc bien sûr, vous allez entendre le moteur thermique rentrer en scène. J'ai dit, le moteur thermique va rentrer en scène. Là, on est en train de monter là. Donc le moteur thermique va rentrer. Ah, ça y est, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'allait pas s'allumer. Donc là, ça y est, en montée, ça s'est réactivé, mais vous avez vu qu'on a fait un 0,90 km/h sans aucun problème en mode électrique. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et nous arrivons dans cette belle ville, enfin, nous contournons Nangis. Donc on est arrivé à mi-parcours de parcours en départemental, parcours 2 fois dans la même phrase, bon sang. Et jusqu'ici, la consommation, c'est satisfaisant, puisqu'on est en dessous des valeurs WLTP, assez facilement. Mais ça reste assez frustrant parce que notamment la CHR 140, dans les mêmes conditions, me donnait des consommations bien plus basses. C'est ça le problème de ce système-là avec un moteur électrique très puissant, c'est que les phases de recharge en thermique sont très longues. Et ça nous fait zigzaguer en termes de conso, vous voyez. C'est pour ça que je crois que la voiture n'a pas de décomètre, ne nous indique pas la consommation instantanée, c'est inutile. Parce que la consommation lorsque le moteur thermique était allumé semble être très élevée. Après, vous commencez à connaître comment ça marche. Je ne donne pas de valeur de consommation lorsqu'on arrive à Nangis. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent cette chaîne, sachez que je donne des consommations à chaque point d'étape. Il nous reste 20 km avant d'arriver à Melun, que nous traverserons en entier pour le parcours urbain. Et on fera le point à ce moment-là. En tout cas, à 90 km/h, il faut noter aussi que je sais que la voiture se sert du moteur pour faire avancer les roues. Donc c'est une vitesse à laquelle le moteur thermique se connecte enfin aux roues pour faire avancer le moteur. Mais c'est pas forcément plus efficace en termes de consommation. Nous arrivons enfin en ville à Melun après 45 km et 200 mètres parcourus. La moyenne qui m'est affichée à l'ordinateur de bord s'élève à 3,8. C'est excellent. C'est juste excellent. Pour rappel, la MG3 Hybrid Plus, elle avait donné 3,7 dans les mêmes conditions. On va commencer notre trajet en ville, mettre tout à zéro et se rejoindre à la pompe au carburant. Je ferai le point si nécessaire. C'est vraiment en ville que ce système, on touche du doigt la perfection parce que cette conduite en tout électrique là, oh là là là. Ah, c'est vraiment un petit bonheur. C'est pour ça que terminer sur la section urbaine sera un jeu d'enfant pour cette MG. Si j'arrive à gérer, il sera possible d'être en dessous des 4 litres au 100. Je me plaignais de ne pas y être arrivé pendant ma période de test normale, pardon. Et là, c'est peut-être atteignable. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Nous arrivons à la fin de notre parcours urbain. Il est 20h27, nous avons fait 1h48 de trajet, donc on est dans la moyenne de ce qu'on fait sur le protocole. Au bout de à peu près 19 km de parcours urbain, la moyenne annoncée à l'ordinateur de bord s'élève à 3,6 litres au 100. On est très bien. Je pense que cette ZS hybride va prendre la tête du classement, même si c'est à relativiser. Les essais consommation des Duster et des Yaris Cross, je les ai fait en hiver. Là, c'est vraiment pas pareil, on est en printemps. Mais elle va très bien s'en sortir. Bien entendu, en ville, énormément de phases en tout électrique. Mais je dois dire que c'est... voilà. Sur l'essai, sur de l'hypermiling, c'est légèrement moins ludique que sur une hybride Toyota, où on ne maîtrise pas forcément les événements. Quand le moteur thermique s'allume pour recharger, il s'allume et on ne peut rien y faire. Ça ne sert à rien de baisser la vitesse. Ça restera allumé. Oula!
On est descendu à 3,5 le temps que je parle. Donc j'ai bien fait de laisser la caméra allumée. La station-service est en vue. On va se poser à la pompe que j'ai utilisée avant de partir il y a à peu près 2 heures. Et on va voir ce que ça donne pour la consommation globale de cet essai. Nous sommes donc à 19 km et 200 mètres, 30 km/h de moyenne pour 3,5 litres au 100 annoncé à l'ordinateur de bord. Et sur l'ensemble de notre trajet, 105 km pile, nous sommes à 4,7 litres au 100. 4,7 litres au 100. Mais bon, les chiffres mentent, mais pas à la pompe. On fait le plein et on calcule la consommation réelle de ce ZS Hybrid Plus sur ce protocole d'essai consommation. 4,98. Pas mal, pas mal. Et donc, on a rentré 4,98 dans le réservoir, 498 divisé par 105, ce qui nous donne une moyenne réelle de 4,74 litres, donc 4,7 litres. La conso annoncée à l'ordinateur de bord et la conso réelle. Bravo à cet MG qui caracole désormais en tête du classement des consos moyennes réelles des B SUV hybrides qu'on a pu essayer sur la chaîne. On va pouvoir faire la conclusion et vous dire au revoir. Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même là. Allez, à tout de suite. Et on arrive au terme de cette vidéo qui aura été sacrément longue. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. En conclusion, cet MG ZS Hybrid Plus, qu'est-ce qu'on en pense? C'est certainement et de très très loin le meilleur rapport qualité-prix du marché en 2025. C'est l'arme anti-crise, l'arme anti-inflation des prix en constante augmentation dans l'automobile d'aujourd'hui. À partir de 22 990 €, vous avez un véhicule hybride, SUV catégorie B mais assez spacieux, près de 200 chevaux sur le papier, mais surtout une consommation maîtrisée et une garantie de 7 ans qui est offerte par MG Motors, donc forcément ça fait réfléchir. Par rapport à la concurrence, je pense sincèrement que le Dacia Duster est assez largué. Le Yaris Cross évolue à des prix beaucoup plus hauts et la proposition n'est pas la même. Je ne parlerai pas du Suzuki Vitara, qui lui aussi est loin derrière. Donc si vous cherchez un B SUV plutôt familial, pas cher, avec de bonnes performances et économe, ça va être le meilleur choix sur la catégorie. Restera à voir la fiabilité, mais ça, on le saura qu'avec les premiers retours de vous, les futurs clients. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été très instructive et informative. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour m'encourager à continuer à produire ce genre de contenu. On remercie une nouvelle fois Ovoko d'avoir sponsorisé et d'avoir rendu cette vidéo possible. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, en forme et de bonne humeur. Soyez prudents. Peace.